Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec la librairie De Fil en Page que je vous propose de s'attarder sur Cthulhu l'avènement. Dans la description, vous retrouverez des timecodes puisqu'on va tout voir, à savoir l'unboxing de la boîte, la présentation des règles et ce que j'en pense. On y va! Voilà, donc il s'agit d'une boîte que la librairie met à disposition et qu'elle a gentiment accepté de me prêter. Donc Cthulhu l'avènement, inspiré des œuvres de Lovecraft. C'est un jeu pour 2 joueurs d'une durée moyenne de 30 minutes pour des personnes relativement habituées aux jeux un petit peu sophistiqués. À savoir qu'il y a 2 modes à l'intérieur. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière la boîte. Cthulhu l'avènement, les ténèbres se profilent à l'horizon, d'étranges signes se manifestent dans le monde entier, les grands anciens s'agitent dans leur sommeil, votre mission consiste à les réveiller. Ah ben ça c'est pas commun, d'habitude c'est l'inverse, on cherche à éviter qu'ils se réveillent. Donc là on va jouer le rôle d'une secte qui va affronter une autre secte, donc un joueur contre un autre joueur, pour réveiller les grands anciens. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu édité chez Bragelonne. Allez, on ouvre tout ça. Donc déjà, on commence avec un livret. Assez épais, très joli. À l'intérieur, on retrouve un sommaire avec qui était Lovecraft et sa relation avec Cthulhu. Nous avons ensuite une petite nouvelle dans évidemment Lovecraft que je vous invite vivement à lire. Ça met parfaitement en relation les œuvres originaires de Lovecraft avec le jeu ici à proprement parler, l'univers Lovecraftien évidemment, et encore pourquoi pas faire un parallèle avec Horreur à Arkham que je vous ai d'ailleurs déjà présenté sur la chaîne. Voilà, donc un petit peu de lecture. J'aime beaucoup l'aspect vieux livre dans les mains avec cet imprimé là. Police traditionnelle, bon, pas grand chose. Voilà, et c'est lorsque l'on arrive sur les pages jaunes, comme ça, composé de la page 39 à la page 51, donc grosso merdo on a 10 pages de règles. Donc c'est un jeu qui est relativement finalement facile à prendre en main car très bien illustré. On a bien le code couleur mis en avant de chaque carte, le texte, à quoi il correspond. Le but du jeu, c'est ce que je vous ai dit, on va essayer de réveiller un grand ancien, des grands anciens d'ailleurs même. Et c'est le joueur ou la secte qui aura le plus de points ou le plus de grands anciens sous son contrôle qui aura gagné la partie. Je vais vous présenter tout ça par la suite. Comprenez juste que là, les règles du jeu sont extrêmement bien expliquées, ce qui rend le jeu fluide et très intéressant en même temps. Allez, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est ce charabia. Ensuite, nous avons ici un dépliant. Ce dépliant peut faire office dans un premier temps de poster, mais il ne sert absolument pas à ça. C'est une aide à la mise en place du jeu. Donc je vais y revenir évidemment par la suite. Pour le moment, on met ça de côté. Sur le long terme, on n'en a plus besoin de ce type de papier-là. On dispose les cartes naturellement sur la table et on sait un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, bon, ben là c'est un petit peu enfoui puisqu'il n'y a pas d'insert spécifique au jeu. Donc je vais vous détailler les cartes qu'il y a, à savoir que c'est effectivement qu'un jeu de cartes. Allez, je vous explique tout ça avec la mise en place.
Donc, pour invoquer ces grands anciens, nous avons des cartes. Quel type de cartes nous avons? Déjà, évidemment, qui dit grands anciens dit cartes grands anciens. Et là, nous en avons une flopée. Plusieurs, avec notamment Cthulhu qui est juste ici. C'est bizarre, le nom s'appelle Cthulhu l'avènement, ça aurait été étrange de ne pas l'avoir. Les illustrations sont splendides. C'est très intéressant d'avoir un point de vue illustré comme ça pour mieux se rendre compte de à quoi il ressemble en fait par rapport aux lectures que l'on peut faire sur du Lovecraft. Et honnêtement, le jeu redonne envie de les lire et de les approfondir encore plus. Les cartes grands anciens. On retrouve ensuite les cartes investigateurs parce qu'il n'y a pas de jeu Lovecraftien sans investigateur. Il y en a seulement 4 ici, il n'y en aura pas besoin de plus. Je vous expliquerai ensuite à quoi il sert. Nous retrouvons les lieux essentiels de Lovecraft, donc Dunwich, Innsmouth, Kingsport et évidemment Arkham. Chaque joueur dispose d'une aide de jeu qui est recto verso, qui reprend le fonctionnement d'un tour de jeu avec les combinaisons de cartes possibles. Car oui, il va y avoir des combinaisons de cartes. Le jeu est basé sur un deck d'exploration, j'ai envie de dire, avec 5 couleurs différentes, violet, jaune, vert, bleu et rouge, numérotées de 1 à 10. Bon là, vous voyez, on voit 3, 1, 1, 4 et 1, 7, mais ça va de 1 à 10. Avec des illustrations toujours super sympathiques et spécifiques par rapport au numéro de la carte. Par exemple, on peut le voir que le 1, ce sera toujours cette illustration-là. Tout comme si par exemple, je prends la carte numéro 7, ce sera toujours l'illustration ici. Voilà. Évidemment, illustration super sympathique et très thématique. J'aime bien cette ambiance un peu sombre, très lugubre. Bref, on est dans quelque chose, évidemment, horreur. Il y a un deck de monstres, donc ce sont les monstres les plus courants dans le monde de Lovecraft. Et ce jeu, comme j'ai dit, c'est un appel à la découverte du monde de Lovecraftien à travers un jeu de cartes à 2 joueurs très accessible tout en étant après à 2 niveaux. Il y a une méthode simple comme vous avez là et une méthode et un jeu un peu plus évolué quand on les retourne parce que les cartes sont recto verso. Chaque lieu donne après des capacités spéciales et spécifiques en fonction des cartes que vous allez attribuer. J'y reviendrai par la suite, je continue à vous présenter le matériel. Donc voilà, on retrouve les Byakhi, les polypes volants, les Shoggoths évidemment, le Migo, les Profonds, le Wendigo, les Rejetons, etc. Donc les monstres Lovecraftiens dans un paquet de cartes. Évidemment, il y aura aussi des artefacts avec le célèbre Necronomicon, par exemple, ou encore la clé d'argent, donc en référence à la secte. On retrouve donc la dague de Rillier, et oui, évidemment, et la boîte à musique de Cadas. Alors honnêtement, je ne me souviens plus. Voilà, mais c'est les 4 grands artefacts du jeu. Pareil, pile cachée. Au niveau des cartes, ce sont des cartes d'une qualité très correcte, avec des illustrations fort sympathiques qui transpirent la passion de Lovecraft et donnent vraiment envie d'y jouer. Pour ceux qui veulent en découvrir plus, on passe donc aux règles et au tour de jeu. Pour vous présenter les règles, je vais commencer par vous présenter la mise en place. Pour ce faire, on prend le deck Adorateur. On va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Ça fait 10 cartes en tout de distribuer. La 11e, on la met ici et dans l'espace qui s'intitule la vallée. Ensuite, on prend notre paquet Adorateur avec les cartes restantes qu'on va diviser en 3 tas. Donc il y a diverses méthodes pour arriver à des tas équilibrés. Vous faites comme vous voulez. Dans ces 3 tas,
on va y intégrer un explorateur par tas face cachée. Donc pour ce faire, on mélange les 4 investigateurs. On en met un par tas. Celui-là, on ne le regarde pas, on le remet dans la boîte. Chaque investigateur va avoir une capacité spéciale et des points de vie, on va dire, qui lui sont attribués. J'y reviendrai après la mise en place. Chaque tas se mélange. Alors, je ne vois pas pourquoi je le mets là et on ne va pas le mettre là de suite. Vient ensuite les grands anciens. Alors, les grands anciens, nous avons 4 lieux. Alors, on mélange les grands anciens. On en sélectionne un. Voilà. Alors, on peut les mélanger ou les laisser tels qu'ils sont. Je préfère moi les mélanger, puisque de toute manière, nous allons les superposer. Et ça rajoute une petite dose d'aléatoire au cours de la partie, le fait de mélanger. Pour ceux que ça peut rappeler, c'est un petit peu comme si vous faisiez la mise en place de pandémique et que là, on met les épidémies à l'intérieur du paquet. Si ça peut orienter certains au niveau de la compréhension de ce que je suis en train de faire. Les autres cartes grands anciens, pareil, on les écarte. On met en place les lieux comme présenté ici. Ils sont à la verticale pour dire qu'ils n'appartiennent ni au joueur 1 ni au deuxième joueur. Les cartes artefacts sont mélangées et disposées dans leurs cases respectives. Pareil pour les monstres. Voilà. On va étudier maintenant une carte de chaque tas. Donc pour l'investigateur, on retrouve pour le professeur son nombre de points de vie, 13, son nom, et ensuite la capacité spécifique de l'investigateur. C'est très explicite, il n'y a aucune question à vous poser. Pour pouvoir se débarrasser d'un investigateur, il faut dépenser un nombre de points supérieur ou égal à son nombre de points de vie. Vous ne comprenez pas encore de quoi il s'agit? Je vous explique tout de suite. Imaginons qu'on le trouve dans notre deck. On va dire, ben voilà, il va à Arkham, d'où le A ici. Voilà. Donc, toutes les cartes qui ont été posées ici reviennent dans la main de chaque joueur. Et le joueur qui va devoir jouer, s'il veut aller à Arkham, il n'a pas d'autre solution que de devoir dépenser au moins une valeur de 13 dans ce lieu pour pouvoir enlever le professeur. Tant qu'on n'arrive pas à une valeur de 13 de poser d'un côté ou de l'autre, l'investigateur reste en place et empêche de profiter des bonus dans cette version-là qu'apporterait Arkham, ou du moins empêche le contrôle de la ville. Car oui, on va pouvoir contrôler les villes. Comment? Il suffit tout simplement d'avoir la plus forte valeur de points dans chaque ville. Donc on additionne l'ensemble des points qui sont présents sur la carte. C'est celui qui a la plus forte valeur. Il va prendre la ville et l'orienter vers lui. Il contrôle Arkham, il contrôle Kingsport, etc. en fonction de la manière dont la carte est disposée à l'horizontale. Quand elle est verticale, la ville est contrôlée par aucun joueur. Pour les cartes artefacts, nous avons le nom de l'artefact dans la partie supérieure et sa capacité spécifique. Quand on joue un artefact, on ne joue pas une carte. Ce n'est pas considéré comme jouer une carte. On joue un bonus entre guillemets supplémentaire, une action bonus. Il en va de même pour les monstres qui ont leur capacité spéciale aussi. Et lorsque l'on joue un monstre, on joue un bonus. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? Vous l'aurez compris, on va poser des cartes sur le plateau pour contrôler des terrains. À quoi bon contrôler des terrains? Tout simplement, lorsque l'on va piocher un... Alors, on va pas prendre celui-là, il est particulier, j'y viens dans 2 secondes. Quand on va piocher un grand ancien, il va avoir sur le côté des lettres. D, I, K, A, qui correspondent aux premières lettres de chaque ville. Lorsque
le grand ancien est pioché, il va sur la ville dont la première lettre commence par un D. Si par exemple ça aurait été mon opposant qui contrôlait Dunwich, Ithaca appartient à mon adversaire et va pouvoir profiter du bonus attribué par Ithaca. Cependant, imaginons qu'il y ait déjà un grand ancien sur Dunwich, on prend la deuxième lettre qui est un I et à ce moment-là on va sur Innsmouth et imaginons que ce soit dans ce cas-là à la verticale, personne ne contrôle la ville, personne ne contrôle Ithaca, 0-0, la balle au centre. Et quel est l'objectif final? Tout simplement d'avoir soit le maximum de points, soit à la fin de la partie, contrôler trois grands anciens. Pour ce faire, nous allons avoir des bonus représentés par ces jetons. Ici, il représente le chasseur des ténèbres. Comment on fait pour l'utiliser et à quoi il sert? Cette carte, cette 11e carte qu'on a mis dans la vallée, on peut y jouer une carte uniquement de la même couleur ou supérieure à la carte du haut. Ici, c'est un 1, c'est facile, on peut très bien y jouer soit un violet, soit une carte supérieure. Donc là, je prends vraiment deux extrêmes. Mais néanmoins, vous l'aurez compris, il suffit de la même couleur, de jouer la même couleur ou au-dessus. Suite à ça, le joueur qui a décidé de jouer dans la vallée va prendre son marqueur chasseur des ténèbres et va pouvoir aller le poser où il veut pour retirer les cartes, la carte la plus forte dans cette ville, autant de son côté que du côté opposant. Donc il faut faire très attention lorsqu'on l'utilise parce qu'on peut très bien défausser une carte qui nous appartient aussi. Imaginons dans notre cas que nous ayons notre opposant et que j'ai plutôt joué un 5 et pas un 10, qui est un 10 et moi j'ai un 8, ou qu'il ait un 8 plutôt, tiens, voilà, ça sera plus logique. Donc pour le moment, il contrôlerait Kingsport. Je prends mon chasseur des ténèbres, je le mets ici. Et là, on enlève la carte ou les cartes les plus fortes, de même valeur, si c'est les cartes. Là, pour le coup, nous avons chacun un 10. Je vais devoir retirer mon 10. Il va rejoindre donc la défausse. Et lui, il va aussi retirer son 10. Pas de chance pour moi, il contrôle toujours. C'est un coup complètement stupide que je viendrai réaliser dans ce cas-là. Cependant, imaginons que ce soit dans ce cas-là, il est un 10 et j'ai un 8. À ce moment-là, je lui retire son 10 et c'est moi qui viens à contrôler Kingsport. Voilà, ça vous présente relativement la mécanique du jeu, tout en sachant que c'est celui qui aura la valeur la plus forte dans son camp de la ville qu'il va contrôler la ville en question. Qu'est-ce qui se passe pour ce chasseur des ténèbres? Est-ce qu'il va rester tout le temps ici? Oui, jusqu'à ce qu'un combo spécifique représenté à l'arrière de l'aide de jeu soit réalisé. Il suffit de poser dans la même ville 3 cartes de la même couleur pour reprendre le jeton de du chasseur des ténèbres et le remettre dans la vallée. Je reviendrai juste sur les investigateurs. Il y a évidemment un jeton investigateur. J'ai dit je le mettais à Arkham tout à l'heure, mais c'était de manière aléatoire. C'est pas parce qu'il y a un A. En fait, il faut prendre son jeton investigateur et le mettre dans la ville que l'on veut quand on le pioche. Et la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure s'appliquera toujours. Donc, 2 jetons, 2 pions à utiliser. Le premier, lorsqu'un investigateur sort, on le place dans la ville qui nous intéresse. Le second, on va dans la vallée en payant un coup avec une carte qu'on va déplacer où l'on veut et on va défausser la meilleure ou les meilleures cartes de chaque côté s'il y a égalité. Cependant, comment on fait pour avoir une carte artefact ou une carte monstre? Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une aide de jeu et que c'est un jeu de cartes à combo.
Lorsque vous posez dans une ville 3 cartes de la même valeur, par exemple ici 3-8, vous allez pouvoir piocher une carte monstre que vous allez venir ajouter à votre main et jouer quand bon vous semble. Si vous faites une suite 4, 5, 6 de la même couleur, par exemple bleu, c'est une carte artefact qui va rejoindre votre main que vous pourrez jouer quand bon vous semble pour en appliquer son effet. Bon, là je vous ai présenté comment marchent relativement certaines cartes, comment elles arrivent dans le jeu, mais finalement comment se passe un tour de jeu. Au début de chaque tour, chaque joueur a le choix de réaliser 3 actions différentes. Piocher 2 cartes, jouer 2 cartes, ou alors piocher une carte et jouer une carte, qu'importe l'ordre. Avant de présenter les 2 premiers tours du jeu, je tiens à revenir sur 2 points, avec Azathoth, qui est une condition de victoire particulière. C'est en fonction du nombre de points que chaque joueur aura. Les points, on les a grâce à Azathoth et aux artefacts. Donc ce sera celui qui aura le plus d'artefacts, du moins de clés artefacts, clés argent, qui remportera la partie. C'est une condition de victoire assez particulière et qui ajoute une énorme dose d'aléatoire dans le jeu. Celui qui contrôle Azathoth, le dieu des grands anciens, dans ces cas de figure-là, a généralement gagné. Il est très difficile de revenir dessus. Ce qui m'amène à mon deuxième point, quand est-ce que la partie se termine? La partie se termine lorsque les 3 grands anciens sont sortis et c'est celui qui contrôlera le plus de grands anciens qui aura gagné. Vous me direz, ouais, alors celui qui en contrôle 2 d'entrée de jeu a gagné. Dans la version simple, je vous dirais oui, sauf cas échéant avec les monstres et les artefacts. Dans la version évoluée, là où vous allez faire beaucoup plus attention à vos combos de cartes, j'ai envie de vous dire, pas forcément. Voilà. Donc je vais vous présenter une version pour le jeu en version simple. C'est parti. Voilà, donc ma main est composée de 2 vertes, une bleue, une rouge et une jaune. À mon tour, j'ai donc le choix de jouer une carte, piocher une carte, piocher 2 cartes ou jouer 2 cartes. Je vais commencer par jouer une carte qui sera un 10 bleu et piocher une carte. Voilà, donc là, pour le moment, j'ai pas de combo particulier. Mon tour se termine. Notre opposant, lui, se retrouve avec 2 6 dans les mains, 2 1 et un 3. Il va commencer par piocher une carte. Il a un 6. Donc il va poser un 6 dans une ville différente pour pouvoir contrôler une ville différente de la mienne. Vient à mon tour. Bon, pour ma part, je ne peux pas faire grand chose. Je n'ai aucun combo pour piocher un monstre. Je n'ai aucun combo évident. Je vais donc commencer par piocher. C'est un 4. Bon, ça me fait 2 4. Ça ne m'apporterait pas grand chose. Je vais donc repiocher une carte. Un autre carte. 4. Et là, j'aurai 3, 4 dans ma main qui me permettront d'aller chercher un monstre. Mais pas de suite. Donc, on va faire 2 tours supplémentaires. Notre collègue en face, lui, il va jouer 2 6. Il a 3 chiffres identiques. Il va prendre son monstre qu'il va ajouter à la main, à sa main. Il le jouera quand il voudra. Il vient de jouer, vient mon tour. Et c'est là où on peut se dire, on peut bluffer. Par exemple, je pourrais dire et faire croire que j'ai une suite 4, 5 jaune. Ou alors, il peut penser que
que je vais avoir donc du coup un 6, alors que pas du tout, à mon prochain tour, je vais poser 2-4. Et il s'agit après de beaucoup de bluffs et de contrôle. Il s'agit donc du coup de beaucoup de bluffs. Voilà, du coup mon tour est terminé. Déjà, vous voyez, ça va très vite, c'est très fluide. Vient à l'adversaire qui lui va dire lui va faire bon. Alors lui, par exemple, il va aller mettre une carte ici. Comme ça, il va contrôler Arkham. Et il va piocher une carte. Il a 3-1. Il va s'arrêter là pour le moment, quoique... Oui, il va s'arrêter là pour le moment. Revient à mon tour. Là, je vais mettre de suite en application ma stratégie en mettant les 4 en jeu. Donc 3-4, je vais piocher un monstre. Et c'est un Migo. Jouez ce monstre sur n'importe quel lieu, il devient un adorateur de la couleur et de la valeur de votre choix. Il ne peut être détruit par le chasseur de ténèbres. Il est permanent. Donc là, le Migo est super chouette puisqu'il remplace la carte par ce que je veux. Et là, pour le coup, je pourrais très bien dire, j'en fais un 8 vert pour avoir une suite 8, 9, 10 de couleur verte me permettant d'aller chercher un artefact. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va dire que notre collègue va jouer 2-1 dans cette ville. Et il va jouer son monstre profond qui lui permet de retirer 2 cartes de valeur inférieure ou égale à 4. Donc là, par exemple, tu peux dire, je vais te retirer ces 2 4 là. Ça atterrit dans la défausse. Et c'est terminé pour lui. Son monstre va dans la défausse des monstres. Voilà. Je vais aller un tout petit peu plus loin. On va faire une pseudo-simulation lorsque l'on va trouver une carte un peu spécifique comme un grand ancien ou un investigateur. Donc vous voyez, ça va relativement loin. Voilà. Donc l'investigateur. Donc imaginons que ce soit moi qui l'ai pioché. Je vais dire, bon, l'investigateur, c'est l'exploratrice. Elle a 17 points de vie. Je vais aller la mettre sur Dunwich, par exemple. C'est con si je fais ça, puisque je perds toutes mes cartes. Cependant, là-bas, il est maître. Je peux lui dire, ben voilà, tu récupères toutes tes cartes. Je sais que dans ses mains, après, il aura un combo de 6. Et que je vais pouvoir petit à petit... pardon, c'est ce symbole-là. Voilà. Donc on récupère nos cartes. Et je sais que dans sa main, à l'avenir, il va avoir un combo de 6. Et je vais pouvoir anticiper pour lui casser au moins une carte et éviter qu'il joue son combo. De cette manière, la carte avec Kingsport indiqué dessus devient neutre. Elle n'appartient ni à moi ni à lui. Et je vais pouvoir donc commencer mon tour si ma première action aurait été de piocher la carte exploratrice et qu'il me restait une carte à jouer. Cependant, si la carte exploratrice de l'exploratrice était ma deuxième carte piochée, je finis mon tour et c'est à mon opposant à jouer et à prendre des décisions sur la suite de la partie. Je continue jusqu'à ce que l'on trouve le grand ancien. Ben voilà, donc c'est Yig. Il va donc sur Innsmouth, qui est ici. Détruisez toutes les cartes, sauf une. Si c'est lui qui vient à le jouer, à l'avoir, et que c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui décide quelle carte je vais détruire, et je détruirai ces 2 cartes à lui. Voilà, donc ça peut retourner complètement la partie, ce type de situation-là. Donc on a un premier grand ancien qui est contrôlé par moi. Aucune carte ne pourra être rajoutée dans les 2 piles, autant la mienne que la sienne, sauf si on joue avec le mode avancé. Il y a des astuces pour pouvoir y arriver et en même temps, grâce aux monstres et aux artefacts, on peut passer outre cette règle. Voilà, c'était ma présentation sommaire des règles et du matériel de ce jeu. Cependant, qu'est-ce que j'en pense? Après plusieurs parties, il est temps pour moi d'envisager de faire un mini bilan sur ce jeu et de vous dire ce qu'il m'a plu ou non ici. Ce sera donc à travers un système de notation sur 10 étoiles, comprenant chacun
en divers points notés sur 2 étoiles que je vais vous expliquer tout ça. Le premier point concernera l'univers dans lequel baigne le jeu, ensuite son matériel, ses règles, sa rejouabilité et enfin son renouvellement. On commence tout de suite avec l'univers, avec un livret de règles incorporant une nouvelle de Lovecraft pour se mettre dans le bain et découvrir son univers. Rien de mieux que pour vous donner envie d'aller plus loin et de jouer vraiment au jeu. Les illustrations répondent et reprennent parfaitement le thème. On regrettera juste qu'il n'y ait pas une typologie d'illustration par couleur et unique pour rendre le jeu encore plus agréable à regarder. Sans pour autant juste se contenter de dire bah ça c'est un 8. Ça casse vraiment l'illustration. On arrive au matériel et cette transition sur la personnalisation pour rendre les couleurs et les chiffres uniques fait perdre un poil la thématique et faire ressortir uniquement l'aspect mécanique du jeu. Tant pis, on regrettera un petit insert tout simple pour y ranger son matériel pour le rendre plus agréable à installer et à ranger. Car en effet, il faut bien passer par là avant de jouer. Je chipote, vous me dites, cependant un jeu plus facile à ranger et plus facile à installer donne envie d'y jouer plus souvent, plus régulièrement et donc d'y jouer plus longtemps. Pour le coup, le livret de règles avec un sommaire et un code couleur unique permet une recherche fluide et agréable dans celui-ci. Sur 10 pages, très bien illustré, il n'y a aucune question à se poser. C'est un sans faute pour ma part. Surtout avec un mode facile d'accès pour les joueurs moins expérimentés et un jeu dit expert pour ceux qui ont déjà bien lessivé le jeu et qui en seraient peut-être lassés. Cependant, je regrette un petit peu l'aspect chance sur la sortie des grands anciens et des investigateurs. On le pardonne, c'est une donnée obligatoire si on veut rentrer et accepter le monde de Lovecraft. La mécanique marche, quant à elle, parfaitement avec le thème. Pour des invocations de monstres, d'artefacts, il faut bien des combinaisons, des rituels. Et ça, c'est directement lié au combo de couleurs, de suites et de chiffres proposés à travers le deck des adorateurs. Pour ce qui est du contrôle de territoire, il en va de même. Une secte qui a le monopole d'une ville se verra avoir plus de cultistes et donc être la plus importante. Donc une ville contrôlée par le joueur. C'est bien vu, bravo! La rejouabilité est un très bon aspect à prendre en compte pour les jeux à 2 joueurs qui s'affrontent. En effet, ici on a envie d'y revenir pour faire la revanche, la belle, la rebelle, la re-rebelle. Bref, mission accomplie sur ce point grâce à l'ensemble de tous les points énoncés juste avant. Si on a envie d'y revenir, c'est que la rejouabilité est bonne, donc bravo. Cependant, bien qu'on ait envie d'y retourner, c'est toujours la même histoire. Des combos de cartes pour arriver à ses fins, un peu de hasard et hop, tout peut basculer, la partie se termine et on recommence. Chaque investigateur ou grand ancien pourront changer la donne, quoique une fois qu'on a un petit peu compris le sel du jeu et le hasard qui peut arriver, finalement ça reste toujours la même chose, le renouvellement est assez médiocre pour le coup. Finalement, Cthulhu l'Avènement est un jeu avec une thématique forte que je recommande pour des couples de joueurs qui aiment les affrontements, Lovecraft, un petit peu hasard et les coups de... Vous m'avez compris. C'est une bonne entrée en matière pour les jeux de société modernes, un petit peu velus. Cependant, il ne conviendra pas à tous les joueurs et surtout les plus aguerris qui, eux, s'ils sortent du thème et regardent uniquement la mécanique et se concentrent uniquement sur la mécanique, trouveront le jeu relativement simpliste. Pour eux, encore une fois. En effet, si on regarde que la mécanique, on perd complètement plaisir dans ce jeu à univers très fort. Et dans ce cas-là, le jeu perd tout son intérêt. Ce sera tout pour ma présentation de Cthulhu l'Avènement. Je remercie la librairie de Fil en Page de m'avoir prêté
prêté la boîte, donc n'hésitez pas à la suivre sur sa page Facebook, mis dans la description. Quant à moi, il est temps de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!